On attaque, on va te passer la parole, Francis, et comme ça, on va pouvoir attaquer. Est-ce que vous voyez tous le notebook à distance? Oui. Oui, parfait. Vous avez tous pu y accéder? Là, je t'envoie Ah, bah voilà. l'invite. Voilà, il est un peu plus gros, là, comme ça. Ok, bonjour, bienvenue dans cet atelier. Donc, l'idée de l'atelier, c'était de faire de la data vise avec Plotly. Alors, on a mis en mode BYOD. Donc, BYOD, ça voulait dire Bring Your Own Device. Hein. C'était une expression il y a, je sais pas quoi, 10 ans dans les entreprises où les gens venaient avec leur propre matériel. Et là, l'idée, c'était Bring Your Own Data. Donc, si vous êtes venu avec vos data, vous allez pouvoir faire des choses. Après, sinon, alors, il va y avoir un exemple pour tout le monde. Et après, j'ai un jeu de données pour ceux qui n'ont éventuellement pas leurs propres données. Ou qui ont, voilà, quoi. Donc, le plan, j'ai une toute petite introduction sur la richesse des librairies graphiques en Python. Ensuite, bon, je vais juste présenter Plotly. Alors, j'ai un paragraphe sur Trimap et Sunburst qui ne sont pas tout à fait en lien avec le sujet, mais bon, c'est intéressant de connaître ces deux widgets-là. Et puis ensuite, on verra les cartes, donc Choroplet, qui est le sujet principal de l'atelier, enfin en tout cas au niveau pratique. Donc le lien est ici, vous avez le notebook et les datas, donc c'est sur le GitHub de Datacraft Paris. Donc en guise d'intro, je vous ai mis un graphique avec la richesse des librairies Python. Donc ça, c'est extrait d'un blog Medium dont j'ai mis le lien, mais qui est en fait lui-même extrait d'une conf de Jacques Van der Plas, qui a écrit le bouquin Python Data Science Handbook, une conf de 2017, donc ça a déjà 5 ans, donc c'est pas forcément à jour. Et donc voilà, le graphique dit l'essentiel, c'est que les librairies Python pour les graphiques, il y a vraiment l'embarras du choix. Ça demande. Chaque librairie est colossale en soi. Hein, si on prend, alors, il y a deux mondes principalement. Il y a Matplotlib et JavaScript. Je laisse de côté le monde OpenGL, que je ne connais pas du tout, celui-là. Donc, autour de Matplotlib, c'est donc la librairie historique graphique de Python, qui est donc plutôt statique et qui permet de faire des graphiques pixel perfect. Hein. Vous pouvez tuner votre graphique au pixel près pour faire exactement ce que vous voulez. Et autour de ce monde-là, il y a tout un tas de librairies qui sont nées. Donc, alors il y a Panda qui a une interface avec Matplotlib, qui n'est pas une librairie graphique, mais qui a une interface avec Matplotlib. Vous avez Seaborn, qui est une surcouche de Matplotlib pour faire des graphiques statistiques. NetworkX pour représenter des graphes, au sens théorie des graphes. Et puis, vous avez voilà, c'est vraiment très riche. Et puis, de l'autre côté, vous avez JavaScript, avec, donc pour un moteur de rendu, évidemment, sous HTML, avec déjà aussi tout un tas de librairies. Donc, vous avez Plotly qu'on va voir aujourd'hui. Il y a Bokeh également, qui est assez riche, BQplot, etc. Et puis vous avez IPLeaflet, IPVolume, enfin, voilà, il y a tout un tas de librairies autour de JavaScript. Et puis plus précisément autour de D3JS, il y a encore d'autres librairies, donc une sous-partie de JavaScript. Et puis donc également, donc, j'ai OpenGL. Donc c'est quand même un monde très riche. Si je prends Matplotlib, la doc de Matplotlib, c'est 2000 pages. Voilà quoi, il faudrait une vie entière pour maîtriser tous ces objets-là, tous ces librairies-là. Après, il y a un autre site qui est intéressant, c'est PyViz. Donc là, c'est juste une partie du site PyViz sur la partie géospatiale, donc la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc PyViz, c'est une espèce de site donc ça, on est dans le site PyViz, là, qui présente un peu tous les outils de visualisation avec Python, de visualisation de données en général avec Python. Et puis, il y a donc un sous-chapitre, là, voilà, géospatial, où ils présentent, de leur point de vue, les librairies essentielles. Et donc, on voit que pour les cartographies, si on fait un peu la synthèse de toutes ces informations-là, on en a plein. Hein. Donc, il y a Basemap donc ça, c'est du Matplotlib pour afficher des cartes 2D. Il y a Cartopy qui fait également la même chose autour de Matplotlib. IPLeaflet
Donc, c'est des cartes interactives dans le notebook, dans Jupyter Notebook. C'est basé autour de leaflets. Il y a GeoPanda, donc, qui permet de traiter des données géographiques à partir de Panda. GeoView, c'est encore autre chose, etc. Et puis Plotly. Voilà, donc il y a vraiment l'embarras du choix. Et donc, nous, on va voir 3 graphiques dans Plotly, quoi. Donc, c'est-à-dire quelque chose de très élémentaire par rapport à tout ça. Voilà, c'est quand même assez. Tout ça est assez riche. Donc, Plotly, donc c'est une librairie qui permet de faire des représentations interactives. C'est donc basé sur JavaScript. C'est édité par la société éponyme, hein, Plotly, qui est au Canada, mais bon, ils ont des bureaux aux États-Unis, etc. Et ils développent aussi le framework qui s'appelle Dash, qui permet de faire des dashboards en Python, que j'utilise régulièrement, qui est assez bien fichu. Et Dash permet d'intégrer nativement des graphiques de Plotly. Et alors, dans Plotly, on va juste utiliser l'API la plus simple, qui est Plotly Express, qui, avec quelques verbes, est capable de produire des graphiques, comme, je dirais, Matplotlib ou Seaborn. Mais si vous voulez faire des graphiques plus riches et pouvoir plus contrôler vos graphiques, il y a Plotly Graph Object. Et donc là, vous avez un modèle objet très riche dans Plotly qui permet de piloter tous les éléments qu'on veut voir affichés. Donc nous, on va vraiment utiliser juste le sous-module express de Plotly. Donc on fait les imports, donc les imports classiques, un NumPy, Panda et Plotly Express. Donc avant d'aborder le sujet du jour, je voulais juste présenter Trimap et Sunburst. Donc ça permet de faire des graphiques assez intéressants quand on a des données hiérarchiques, qui peuvent être éventuellement géographiques, mais pas nécessairement. Donc une Trimap, c'est une carte proportionnelle, c'est une représentation rectangulaire de données hiérarchiques, hein, dans un espace limité. Et le Sunburst, c'est la même chose en circulaire. Donc l'API est assez simple. Donc on lit un fichier là, data fortune 1000. Donc c'est des données sur les 1000 plus grosses entreprises US. Voilà, donc vous avez plein de données, la valorisation sur les marchés, évidemment c'est à un moment donné, le secteur d'activité, la ville, l'État, et puis vous avez le nom d'entreprise, etc., le revenu, le profit. Donc on a à la fois des données hiérarchiques de type secteur d'activité, société, ou de type État, ville, et puis associés, on a des données numériques, le revenu, le profit ou la valeur boursière. Et donc, on peut faire une carte assez rapidement. Donc, on donne le data frame, donc Trimap. Ça permet de faire une carte, donc un Trimap. On lui donne le data frame. On lui dit la liste ordonnée comment dirais-je, des colonnes hiérarchiques. Et ensuite, on lui donne la valeur, la colonne qu'on veut valoriser. Et donc, si on exécute ce truc-là, cette commande-là, ben voilà. Donc là, on a par secteur d'activité et ensuite par ville, par société, on a la valorisation boursière. Et le graphique, alors le graphique est interactif. Hein. Ouais. Si on passe la souris dessus, vous avez la valorisation boursière du tout, donc c'est additif. C'est censé être additif. Voilà, donc là, en technologie, vous avez Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook, etc. Voilà. Donc après, évidemment, vous pouvez. Donc c'est assez joli. Ça, je l'ai déjà utilisé en mission. Moi, je suis consultant. La dernière fois que je l'ai utilisé, je faisais un audit sur des utilisateurs d'un logiciel et on m'a donné un extrait de l'Active Directory de la boîte. Donc, c'est une compagnie d'assurance avec la liste des utilisateurs. Et donc, l'Active Directory, c'est une hiérarchie finalement de structure. Vous le mettez sous forme de colonne. Et puis après, vous avez les noms d'utilisateurs et on a pu voir comme ça assez facilement combien il y avait d'utilisateurs dans chaque entité, quoi. Voilà, c'est une utilisation potentielle. Donc, si je juste
si on veut faire, en faire une autre, on peut par exemple prendre copy-paste et assez facilement, si on veut, voilà, il n'y a plus besoin de savoir programmer. Hein. On peut dire j'ai l'État et la ville, je veux faire la même chose par État et par ville. Donc ici, vous mettez state et vous mettez city. Et puis là, on va mettre plutôt le nombre de salariés à la place de la valeur boursière. Alors, le nombre de salariés, il faut que je retrouve où il est. Le nombre de salariés, il me semble qu'il est quelque part. Ah oui, number of employees, il est là. Donc, number of employees. Voilà, donc ici, donc voilà. Et là, vous allez avoir les employeurs principaux dans les villes, dans les États. Hop là. Voilà. Donc, en Californie, enfin, pas les employeurs principaux, les villes principales, etc. Donc, en AR, j'ai déjà oublié, je ne connais pas la géographie américaine par cœur. Arizona? Non, c'est AZ. Voilà, il y a un gros employeur, c'est Walmart. Arkansas, ouais, c'est ça. Alors, je crois que c'est Walmart, je ne sais plus quel c'est, enfin, je ne connais pas par cœur. Et donc, on voit que le gros employeur dans les Fortune 1000, c'est dans une ville qui s'appelle Bentonville, que je ne connais pas, et qui est dans Arkansas. Voilà, ça. Voilà. Il n'y a vraiment plus besoin de savoir programmer. Hein, vous voyez, il suffit de. Donc, c'est le même jeu de données, de choisir le chemin, etc. Et puis, voilà. Après, on peut limiter la profondeur. Et donc, là, oui, ça, c'est interactif. Hein. Ça veut dire que vous pouvez sélectionner la Californie et au sein de la Californie, vous avez les infos. Et après, on peut revenir en arrière, je suis ici. Voilà. Donc ça, c'est assez. Il y a un petit machin là-haut. On va, je sais pas, dans là, celui-là. Et au-dessus du graphique, il y a une espèce de barre blanche au-dessus du graphique. Au-dessus du graphique, il y a une barre blanche qui permet de revenir en arrière. C'est bon, à distance, vous avez pu ouvrir le notebook et puis interagir avec. N'hésitez pas à nous interrompre hein, si besoin. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on ne vous entend pas. Hein. Tout à l'heure, on entendait. J'étais sur mon propre notebook, mais ouais, non, ça va. D'accord, parfait. Donc voilà, donc c'est intéressant. Enfin voilà, je vais présenter ce truc-là au passage. C'est quand même assez intéressant. Et il y a plein d'usages de ce type de cartes au sens large, même si ce n'est pas des cartes géographiques. Quoi. Et ça, c'est donc un TripMap. Ça, c'est ce qu'on appelle un TriMap. Donc c'est un voilà. Alors moi, la première fois que j'ai vu les TriMap, c'est sous Windows. Il y avait un logiciel qui permettait de savoir quels étaient les gros fichiers par disque que vous aviez. Donc, vous faisiez tourner le logiciel et il vous sortait un TriMap comme ça en disant bah, sur le C, le plus gros fichier, c'est un MP4, je ne sais pas quoi, machin, etc. Quoi. Il vous donnait les fichiers principaux qui prenaient des gigas ou par dossier, etc. Quoi. Ça peut être. Mais un TriMap, c'est carré. Ah oui, c'est ça. Un TriMap. Des camemberts. Exactement. Un TriMap, c'est comme ça. Après, si on le veut en camembert, c'est Sunburst. Donc, c'est l'autre, comment dirais-je, l'autre API, là. Donc, on a Sunburst. Donc là, on limite aux 4 premières capitalisations boursières. Donc, on fait un groupe by secteur et on prend ceux qui ont on retient les 4 plus grosses capitalisations boursières dans le dataset de départ. Et ensuite, on le fait en Sunburst. Donc, on dit secteur et compagnie, market cap. Alors, si on fait ça, on a le même graphique, mais il est en disque. Voilà. Et on a, alors évidemment, comme le disque c'est plus limité, c'est pour ça que j'ai limité aux 4 premières capitalisations boursières. Sinon, vous auriez 50 machins ici, là, et on verrait rien. Donc là, ça permet de voir quelque chose. Donc en technologie, bah, vous avez les GAFAM. Ouais, les GAFAM. Alors le Amazon, il est en retailing, mais bon voilà quoi. Il est classé ailleurs. Mais effectivement, on voit les différentes. Voilà, en automobile, on voit que Tesla a l'essentiel de l'automobile. Et en dessous, c'est General Motors. Voilà, qui aurait pu dire que voilà, en 2022, General Motors, c'était une petite truc tiny là, à côté de Tesla. Bon, maintenant, la capitalisation boursière, ça peut bouger du jour au lendemain. Ça, c'était à un moment donné. Est-ce que sur la partie interactive, tu peux sélectionner deux, genre tu veux. Alors là, on peut faire comme ça. Alors attends, ouais, je ne sais pas comment on fait. Oui, il faut faire comme ça. Est-ce qu'on peut en sélectionner deux? Bonne question, je pense pas. Ouais, non, je pense pas. Ah, oui, non, je sais pas. Si tu cliques au centre, ça bouge. Là? Oui.
Non, j'ai rien. À côté. Voilà. Voilà, pardon. Pardon. Là, tu peux. Ah oui, non, tu reviens. Mais... zoomer par secteur. Ouais, et là, revient en Toggle, arrière, Show Closed Data on Over. Hop, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Voilà, non, on peut en sélectionner qu'un. Après, il faudrait faire des regroupements, mais c'est pas dynamique, quoi. Donc voilà, donc c'est deux widgets intéressants. Je pense qu'il y a pas mal d'usages de ces choses-là avant de passer au sujet du jour. C'est bon? Donc le sujet du jour, on va faire avec cette librairie, donc Plotly Express, on va faire des cartes choroplètes. Alors j'ai toujours eu du mal bon, maintenant ça y est, je connais, mais j'ai du mal à retenir le nom. Donc ça vient du grec choros, qui veut dire zone, région, et plète, qui veut dire grand nombre, multitude. Alors plète, c'est le préfixe de pléthorique. Donc ça, on connaît. Par contre, choros, je connais pas de mot qui français avec ce mot-là. Donc, j'ai toujours du mal à garder ce nom en tête. Donc, en gros, c'est une carte thématique où les régions sont colorées ou remplies d'un motif qui me montre une mesure statistique. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on va avoir une vraie carte, hein, cette fois-ci, pas des choses comme ceci, rectangle, carré ou ronde. On va avoir une vraie carte physique avec donc latitude, longitude, hein, et dessus une grandeur qui va pouvoir être représentée par une échelle de couleurs, une palette. Donc, pour produire une carte choroplète, il faut récupérer un fichier, alors GeoJSON, donc c'est un fichier, un format particulier. On va analyser un peu ces fichiers-là pour comprendre comment ils fonctionnent. De la partie du monde considérée, donc ça peut être le monde entier, ça peut être un pays, ça peut être une région. Donc là, aujourd'hui, j'ai un fichier GeoJSON pour la France. J'ai oublié, c'est par région, je crois, ou par département, je ne sais plus, peu importe. Et puis, le fichier supplémentaire, pour ceux qui n'ont pas leur propre data, c'est les arrondissements de Paris. Donc voilà, donc on peut imaginer n'importe quelle donnée de ce type-là. Et donc ce fichier, il a entre autres deux informations importantes. Il y a une clé qui désigne chaque sous-région. Évidemment, il va falloir être capable de faire le lien entre la sous-région qu'il y a dans ce fichier-là, qui est vraiment la représentation physique d'une région, et puis une donnée qu'on va avoir quelque part dans le data frame. Et la description d'un polygone, d'un multipolygone, sous la forme d'une liste de coordonnées, latitude et longitude. Et ça, on ne le gère pas, hein, c'est le fichier, il a ces informations-là. Celui-là, le fichier, il est donné, donc c'est une espèce de référentiel, est donné. Et ensuite, il va falloir adapter son data frame pour être capable de faire le mapping des codes régions pour être capable d'afficher la carte. Donc ensuite, il faut faire correspondre les valeurs de la colonne du data frame qui contient les données relatives à chaque sous-région avec celles de la clé du fichier GeoJSON. C'est le principe, hein. Le fichier GeoJSON, nous, on n'y touche pas. C'est un référentiel immuable. Et ensuite, il est possible d'utiliser différentes fonds de cartes et différents nuanciers. Donc, c'est ça l'idée. On va illustrer ça dans cet atelier. Donc, on a un exemple. Le fichier, donc dans Data, vous avez un fichier qui s'appelle département. Alors, c'est le département, GeoJSON, qui vient de ce site-là. Alors, je n'ai pas trouvé de repository très, comment dirais-je, officiel avec tous ces fichiers-là. Donc, c'est Google, et puis ensuite, voilà, DataGoo, je ne sais quoi. Donc là, il y a un type, donc France GeoJSON Grégoire David, je ne connais pas ce monsieur, qui a donc les régions et qui a les départements. Voilà, qui a un certain nombre de... voilà, il y a un projet, etc. Bon, voilà. Et donc, moi, j'ai été récupérer ces données sur ce site-là pour les départements. Ah oui, ça affiche pas, tu peux afficher les. Bon. Ça affiche que à distance, il voit. Ah oui, c'est vrai, pardon. Il faudrait que je change le partage. D'onglet de partage. Ouais, j'ai partagé tout mon écran. Hop, pardon. L'intégralité de l'écran sera plus simple. Écran 1 ou 2, je ne sais pas. Partager, on va voir. Hop, c'est bon là. Voilà. Ouais. Donc, oui, pardon. Donc, voilà. Donc, là, je suis allé sur le site. Et donc, il a soit les régions, soit le département. Voilà. Et donc là, il y a, si vous voulez afficher des données sur
sur un territoire donné, avec la granularité que vous voulez, il faut essayer de trouver ce fichier-là, hein, le fichier GeoJSON de ce territoire-là. Donc, voilà. Donc là, bon, pour les besoins de l'atelier, j'ai été chercher ça sur ce site. C'est un petit peu voilà, les limites de l'exercice, c'est d'arriver à trouver le bon fichier. Donc, c'est un fichier qui contient quoi? Il contient pour chaque région un code, enfin, chaque région géographique, une zone géographique. Il y a un code, enfin, il y a entre autres un code sur lequel vous allez pouvoir faire l'association et une liste de polygones ou de multipolygones, enfin, un polygone ou une liste de polygones qui, lui, va permettre un affichage correct de la zone. Donc, si on regarde ce fichier-là, on utilise la librairie JSON pour le lire en Python. Donc, quand on utilise la librairie JSON pour lire un fichier de JSON, en général, on récupère un dictionnaire. Donc là, on a type, feature collection, feature, machin, etc. Et puis, on a un fichier qui est assez énorme, hein, parce que là, vous avez pour chaque département, voilà, pour chaque département, vous avez une liste des coordonnées. Donc, vous avez ici la longitude et la latitude, c'est dans cet ordre-là. Hein. 4, c'est la longitude et 48, c'est la latitude. Donc, c'est une liste de polygones. Éventuellement, ça peut être une liste de polygones si vous avez un département qui n'est pas connexe, où il y a plusieurs polygones. Et puis, à la fin, vous avez des... Alors, attendez, hop, j'arrive au bout, là. Je ne sais plus. Il y a d'autres... Voilà, alors je vais vous montrer un peu comment on analyse ce fichier-là. Donc, il y a département features, c'est la liste de 96 dictionnaires. C'est les différents départements où, pour la Corse, on a 2A, 2B. Donc, si je remonte là, dans feature, on a une liste de dictionnaires, voilà, de type feature, et on a la géométrie, qui a un type polygone, etc. Et puis ensuite, si on va un peu plus loin, donc ça, c'est hop. Voilà. Et ensuite, il y a une propriété. Et puis là, voilà, on a le code et on a le nom. Donc, on a des éléments d'information sur la zone. Donc là, c'est l'N. Et son code, c'est 02. Voilà. Donc, chaque dictionnaire contient des clés. Donc, un type, feature. On a géométrie avec des informations géométriques, donc les polygones. Et puis, on a properties. C'est des informations d'identification qui permettent de référencer chaque dictionnaire. Alors, on peut regarder un petit peu pour le premier. Donc, pour features, on prend le premier, 0, l'accrochet 0, properties. Voilà les properties du premier. Alors, ils sont dans l'ordre du dictionnaire, hein, ce n'est pas le premier département. Donc, dans l'ordre tel que c'est, le premier, c'est l'N. Donc, on a un code et on a un nom. Ensuite, si on veut récupérer tous les codes de toutes les propriétés, donc on peut faire ça. Donc, on récupère le code des propriétés dans les features de département, puis on les trie. Donc, si je fais ça, hop, on voit comment ça se présente. On a les 96 départements, hein, parce qu'on a 2A, 2B, qui sont écrits sous cette forme-là. Et donc, c'est des chaînes de caractères. Ça, c'est aussi important, parce que vous pouvez tomber sur des fichiers de GeoJSON où le code, c'est un entier ou c'est autre chose. Enfin, voilà quoi. Et évidemment, il faudra que dans votre data frame, vous ayez exactement le même objet. Donc, le même objet, le même atome. Donc là, en l'occurrence, c'est une chaîne de caractères, mais ça pourrait être un entier. Voilà. Il n'y a pas l'outre-mer? Alors, pas dans ce fichier-là. Après, oui, bonne remarque. Bonne remarque. Effectivement, ce fichier-là n'a pas d'outre-mer. Il faudrait chercher s'il existe une carte avec à l'outre-mer. Alors, la problématique, c'est que la latitude et la longitude, tel que c'est fait, ça sera difficile de mettre ça dans la même du monde, quoi. dans la même zone. Après, je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Alors ensuite, on va charger un dataset. Donc ce dataset, c'est un truc que j'utilise fréquemment. Ça vient de l'INSEE. C'est un fichier qui s'appelle correspondance code INSEE, code postal. Alors il date de 2013, c'est pas le plus récent, mais il est plus riche que le plus récent, donc je le prends. Et donc vous avez l'information hiérarchique, hein.
vous avez la région, le département, la commune. Et pour chaque commune, vous avez l'altitude moyenne, la superficie, la population. Donc avec ça, il y a de la matière. On peut calculer la densité, on peut calculer plein de choses. Bon, là, on va faire des choses très simples. Voilà, alors évidemment, c'est un fichier ancien, donc les régions, il y en a 23, je ne sais plus quoi. Par contre, ce fichier-là contient de mémoire les dom-toms, mais évidemment, elles ne vont pas être traitées dans le process de Plotly. Par exemple, quand tu dis ancien, ça veut dire que c'est pas les 13 régions, c'est pas après la réforme des régions. Voilà, alors que si on vient là-dessus et qu'on regarde les régions, on voit que lui, il a implémenté les nouveaux. Et alors, le fichier récent, qui doit dater de 2015, qui est un peu équivalent à celui-ci, que je me retrouve, le problème, c'est on n'a pas forcément toutes ces données-là, altitude, superficie, population. Il en manque un ou deux. Et donc, j'ai préféré, comme c'est juste un exemple, de toute façon, ça permet de faire des choses. Et donc, on voit qu'on va pouvoir utiliser la colonne code département pour référencer les dictionnaires du fichier GeoJSON. La clé d'accès sera properties.code. Alors ça, je vais vous expliquer. Donc, code département, c'est ici. Voilà. Ici, vous avez code département. Et alors, effectivement, bon, là, on ne le voit pas bien. Je vais vous le montrer ici. Si je fais unique sur code département, j'obtiens bien ces choses-là, 0, 1, machin. C'est bien des chaînes de caractères. Ce seraient des nombres, il y aurait 1, 2, 3, mais là, c'est bien 0, 1, 0, 2, 0, 3. Donc, on a exactement les mêmes trucs, sauf qu'on a bien 2A, 2B pour la Corse. La différence, c'est qu'on a du 97. Tu les vois où, les 2A, 2B? Juste avant les 30. Là. Ils sont là. Ouais. Ils sont surlignés. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Ils sont pas. La seule différence par rapport à l'autre, c'est que là, ça s'arrête à 95 et là, ça va jusqu'à 97. Donc, vous avez les dom-toms, enfin les DOM, effectivement, dans le fichier de l'INSEE, là. Donc, qui ne sont pas traités, Et donc là, il va falloir. Donc, si on veut, par exemple, on va calculer la population des départements. Donc, on fait un groupe by, code département, population, puis on calcule la somme. Et donc, on obtient un data frame où on a deux colonnes, une colonne qui est le département et une colonne qui est la population. Et c'est ce data frame-là qui a été extrait de Géo, hein, des données de ce fichier-là, que l'on va exploiter pour l'afficher sous forme d'une carte. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Maintenant, il faut qu'on alimente cette fonction-là. Donc, elle s'appelle Choropleth Mapbox. Donc, c'est la fonction de Plotly Express qui permet de faire des cartes Choropleth. Donc, il faut lui donner un certain nombre de choses. Alors, évidemment, il faut lui donner le data frame. Donc, le data frame, c'est le petit data frame qu'on a fabriqué où on a une ligne par code région et avec une valeur. Donc, on a deux colonnes. Hein, parce que dans une carte Choropleth, on affiche deux infos. Oui. Ensuite, il faut lui donner quel est le fichier GeoJSON qui va permettre de faire la représentation. Donc ça, enfin, quel est l'objet GeoJSON, donc c'est département. C'est la variable département qui est le gros dictionnaire qu'on a chargé à partir du fichier. Voilà, il n'y a vraiment plus besoin de savoir programmer. Hein. Ensuite, location. Donc là, il faut lui donner dans location, il faut lui donner la clé dans le data frame. Donc, la clé pour laquelle on va faire la jointure entre le data frame et le fichier GeoJSON. Et l'autre info pour faire la jointure, c'est le feature IDK. Il faut lui donner le chemin à partir de properties, enfin le chemin qui permet d'accéder à la bonne valeur. Donc, on a properties, donc c'est le premier niveau de valeur. Et à l'intérieur de properties, on va utiliser la clé code. Donc, properties, c'est lui-même un dictionnaire. Donc, properties, c'est une clé d'un dictionnaire. Et à l'intérieur de properties, on prend la clé code. Et donc, il faut lui donner properties.code pour expliquer qu'il va devoir aller chercher dans le premier dictionnaire properties, enfin, il va devoir chercher la clé properties, ça vient d'un dictionnaire, et ensuite la clé code. Et ça, pour chacune des régions. Donc, comme ça, après, il n'y a rien à faire. Donc, il y a ça. Ensuite, la dernière information, c'est quelle est la grandeur qui est représentée.
Et donc, donc c'est color. Et on lui met la grandeur. Donc, population, c'est le nom de la colonne qui est là. Donc, on a un data frame à 2 colonnes. Ces 2 noms de colonnes, ils apparaissent en location et color. Et puis, le fichier GeoJSON, et lui, il faut lui donner le feature IDK, il faut lui donner le chemin, parce que ça peut être un dictionnaire, il faut l'analyser pour accéder aux valeurs. Et après, c'est des paramètres du graphique, donc j'en dirai 2 mots. Et donc, si on fait ça tout de suite, hop, voilà, il n'y a rien à faire. Donc, on a directement donc la population en milliers, hein, donc c'est voilà, par département. Donc, bon, évidemment, voilà, 92, 1,5 million, etc. Bon, c'est des chiffres qui datent, mais voilà, on n'a pas grand-chose à faire. Il y a une color bar là, qui se met sur le côté. Et donc ensuite, c'est quoi les autres paramètres? Si ceux-là, là. Donc, color continuous scale, c'est la palette graphique à utiliser. Donc, je vous montrerai la liste qui existe dans Plotly. Le type de style de la mapbox, donc là, c'est un truc, c'est Cartoposis Vitron. Il y en a d'autres. On verra. Vous avez le niveau de zoom. Donc ici, vous pouvez zoomer. Donc là, j'ai mis le zoom qui va bien, mais si vous, ça va, je crois que c'est jusqu'à 18, je ne sais plus bien. Si vous mettez 5 à la place de 4, hop, il vous zoome un peu plus. Donc là, j'ai mis le zoom qui faisait que ça s'affichait bien. Voilà, mais on peut évidemment, je crois qu'on peut aller jusqu'à 18, un truc comme ça. Et bon, là, on voit rien. Donc, Je joue avec la je souris. suis allé un peu. Ah oui, on peut peut-être. C'est interactif. Oui, on peut peut-être dézoomer comme ça. Voilà. Hop. Ah, bon, je sais pas. Écoute, on va remettre. Je vais remettre comment c'était. Avec le roller. Ah oui, mais moi, j'ai pas de souris. Là, j'ai un. Avec 2 doigts. Ah, Avec 2 doigts. Ah oui, voilà. Bon, bah, très bien. Merci. Voilà. Avec 2 doigts, tu peux zoomer des zooms. Voilà, donc vous pouvez zoomer. Bon, alors, ce que j'ai pas dit, hein, tous les graphiques Plotly s'affichent par défaut avec un menu qui permet de faire pas mal de choses, de prendre des captures, de bouger le graphique, de sélectionner une partie en boîte, en lasso, de zoomer, dézoomer et de revenir dans la vue initiale. Donc, alors, si je remets 4, la vue initiale, c'est celle-là. On peut même mettre des chiffres après la virgule. Hein. Je peux mettre 4,5, je crois. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Donc voilà. Donc avec ça, vous savez tout. Donc si vous voulez changer quelque chose, par exemple, vous dites je veux pas la population, mais je veux l'altitude moyenne. Bah, il suffit ici, à la place de sommer la population, il suffit de prendre la moyenne de l'altitude moyenne. Et puis ça va se faire tout seul. Donc, on peut faire ça en 2 secondes avant de faire le premier exercice. Donc, je copie cette petite boîte. Je me mets en dessous, là, pour faire un... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Coller. Voilà, celui-là, j'en ai pas besoin. Donc, ici, c'est altitude moyenne. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Et ici, on va faire min. Donc, on prend la moyenne des altitudes moyennes. Hop, voilà. Et puis ensuite, on prend ça, copie, on paste en dessous. Et ici, on prend juste, à la place de population, on met altitude moyenne. Voilà. Et puis, on peut choisir. Alors, il faudrait choisir autre chose, je ne sais pas quoi. Moi, il faudra aller voir bon, laissons-le comme ça pour le moment. Voilà les possibilités. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis population. Le label, les dernières lignes. Le label, oui, voilà. Toc. Mince. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Bon, ah voilà. Toc. Altitude moyenne je crois que c'est mètres. Voilà. Toc. Refaisons ça. Bon, voilà. On voit qu'effectivement, les Alpes sont un peu plus élevées. Il y a un peu. On va remettre à 4.
La Corse, il y a un peu de... Voilà. Alors, les différentes palettes possibles, on les a là-dedans. Voilà, les built-in continuous color scale. Donc, à la fin du notebook, vous avez un petit truc de documentation. Les voilà. Alors, c'est pas très bien fichu. Il y a les noms. Je ne sais pas il les présente. Ah, voilà, les voilà. Alors, en tout cas, pour l'altitude, c'est bien d'avoir du bleu et du rouge. Donc, faudrait trouver voilà, un truc divergent avec du bleu et du rouge, c'est pas mal. Donc, pique-nique. Oui, qu'est-ce que tu as trouvé? RDBU, en général, RDBU. Ouais, d'accord. RDBU, parfait, j'achète. Merci. Donc, RDBU. Donc, à la place de TIL, si je remets, voilà, TIL, il est là. RDBU. Ah, mais il faut l'inverser. Alors, on peut faire underscore R? Je crois que ça marche quand même de signer BU et RD. Ah ouais? Il me semble. Bon, ben, on va tester. Non. Alors, sinon, je sais qu'avec BU, on fait underscore R pour l'avoir dans. Ça marche, ça? Yes. Voilà. Bon, c'est un exemple. Après, voilà. Donc, underscore R, c'est la norme. Enfin, c'est dans Matplotlib. C'est pour inverser une palette. Une palette. Donc, vous avez une palette. Si vous faites underscore R, il va vous l'inverser. Donc là, on a en bleu foncé les zones proches du niveau de la mer et en rouge les zones. Bon, après, voilà. Il faut trouver la palette qui illustre bien son sujet. Donc, vous voyez, là encore, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Le niveau de programmation est assez élémentaire. Et ensuite, il suffit juste d'utiliser l'API de Choroplet Macbox. Hein, qui est pas... Une fois qu'on a compris comment ça marche. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc, vous avez Center, c'est la latitude et la longitude pour centrer la carte. Hein, vous pouvez la centrer où vous voulez. Et il y a l'opacité, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, c'est la transparence des différentes trucs. Bon, vous pouvez, voilà. Après, comme d'habitude en Python, hein, quelle que soit la librairie, si je prends px. Comment s'appelle déjà ce truc-là? Choroplet machin, là. Voilà. Vous avez 50 paramètres. Voilà, hein, j'ai pas. Voilà, hein, vous en avez un paquet. Je ne les connais pas tous par cœur. Voilà, quoi. Vous pouvez. Il y a de quoi faire pour découvrir l'API dans toute sa richesse. Hein. Voilà, vous pouvez vous-même piloter le hover en disant qu'est-ce que vous voulez afficher, quelles sont les données que vous voulez afficher, etc. C'est évidemment très riche. J'ai pas exploré toute la richesse de ces cartes-là. Mais bon, ça permet de faire quand même assez rapidement des choses représentatives. Alors, ah bah tiens, oui, là, j'ai un peu. Bon, l'exercice 2, en fait, je l'ai quasiment fait. Bon, c'est pas grave. Alors, l'exercice 1, on va faire la même carte Choroplet en utilisant non pas le numéro, mais le nom du département. Donc, je vous laisse cogiter 5 minutes. Donc, l'idée, hein, c'est ici, à la place de le faire par code département, on va le faire par nom, parce qu'on a le nom du département, on l'a. Le nom du département, on l'a, il est ici. C'est juste, ça permet de bien comprendre ce qui se passe, ce petit exercice. Donc, le nom du département, il est ici. Le voilà. Donc, au lieu d'utiliser le code, on va utiliser ça. Et puis, comme on a vu, hein, ici, vous avez, dans Properties, vous avez code, mais vous avez aussi nom. Donc, au lieu d'utiliser properties.code, on va pouvoir utiliser properties.nom. Et on va voir évidemment ce qui se passe quand on fait ça. Bon, alors, Territoire du Belfort, ce n'est pas un bon exemple. On va prendre un nom de département plus simple. Le premier, la laine. Je ne sais pas. On va en trouver un simple. On verra justement ce qui se passe pour les départements pour lesquels ça ne marche pas bien. Et ça permet de bien comprendre comment marche cette librairie. Voilà, donc bon, j'ai pris le Jura, là, peu importe. Donc, nom Jura, donc c'est écrit comme ça, hein, J majuscule URA. Et évidemment, je ne sais plus où c'est, là, le département, ils sont écrits en majuscule. Donc, il va falloir quand même faire un minimum d'efforts
pour que les départements qu'il y ait une chance que ça marche, là. Parce que là, si vous faites ça, il n'y a rien qui va marcher. Donc là, l'idée, je reviens, c'est ça, au lieu de le faire par code département, on va le faire tout simplement par département. Donc je vais copier ce petit bout-là. On va se mettre ici. Et donc là, on met juste département, on a quelque chose comme ça. Alors évidemment, ça ne va pas suffire, parce que là, les départements sont en majuscules. Et donc, si on cherche à les faire mapper, il ne va rien trouver. Bon, alors ma notation, là, peut paraître bizarre pour ceux qui connaissent Panda, mais qui n'ont pas assisté. J'ai fait un atelier sur le méthode chaining en Panda. Donc, c'est une façon d'écrire des méthodes Panda qui s'enchaînent les unes après les autres. C'est un peu déconcertant, mais voilà. Donc là, derrière, derrière, il faut rajouter une instruction pour passer. Alors, il y a l'instruction qui permet de passer la colonne département avec la première lettre en majuscule et les autres en minuscule. Ça peut être title. Donc, je vous donne un exemple de ce que fait title. Si je prends Alpes-Maritimes, donc l'instruction Python, vous faites point .title, il vous le met comme ça, et donc ça va faciliter les choses. Maintenant, ça ne va pas tout le temps marcher. On verra ce qui se passe. Mais donc, on peut utiliser title. Title, ça, c'est ici. Ça prend une chaîne de caractères et ça transforme chaque mot en mettant la première lettre en majuscule et les autres en minuscule. Et donc ça va permettre de se rapprocher de ce qu'il y a dans le fichier GeoJSON. Parce que le fichier GeoJSON, les trucs sont plus ou moins écrits comme ça. Alors, on va voir que ça va plus ou moins marcher. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que les départements soient en minuscules. Alors dans le DF qui est là, on veut que les départements, on veut appliquer title dans le fameux DF. Donc vous pouvez, alors, façon simple, vous pouvez écrire DF crochet département égale DF crochet département. Alors pour le faire, l'instruction, alors je le mets ici, hein. DF département, c'est là. Là, on peut faire .str, .title. Donc, str, c'est les méthodes de chaîne de caractères pour les séries. Ça, DF de département, c'est une série. Hein, voilà. Donc, ça, c'est la série avec les noms des départements, des 100 départements qu'on a dans ce data frame. Parce que ça, c'est bizarre. Ah oui, là, c'est juste les noms. Hein. Donc, voilà. Bon, il y en a 100 parce que vous avez les dom-tom, il y en a un peu plus. Et puis, si vous faites str title là-dessus, hop, ça vous les donne dans un format qui est plus proche de ce qu'on a dans le fichier GeoJSON. Voilà. Alors, je vais descendre ça en dessous dans la logique. Et donc là, il faut rajouter une instruction au niveau du data frame pour que le département prenne cette valeur-là. Alors, soit vous le faites en dehors, mais bon, comme j'ai déjà fait l'atelier méthode chaining, je vais le faire à l'intérieur du méthode chaining. Alors, méthode chaining, ça fait un peu plus compliqué, mais c'est devenu plus standard. Donc, on fait assign, on met le nom de la colonne qui nous intéresse. Et puis ici, on fabrique une fonction qui fait ce qu'on veut. Donc, une fonction sur le data frame. Hop, on lui donne un nom. Après, sinon, vous le faites plus simple. Je vais faire les deux possibilités. Hop. Donc là, on fait ça. Et puis, .str,
title. Donc, si on fait comme ça, hop, ça marche. On a, voilà, alors c'est une méthode, alors ça c'est en méthode chaining. Si on voulait le faire en méthode standard, donc je le mets en dehors de ce truc, j'enlève cette instruction-là, et puis ici on écrit directement df de, hop, je vais le reprendre, df de département égale df de département str title. Bon, c'est exactement la même chose. Alors celui-là est plus simple à lire, mais bon, voilà, on est en plus standard de Python. Donc ça, je le mets ici, vous aurez le notebook à la fin. Donc là, on est en ce qu'on appelle en méthode chaining. On enchaîne les instructions les unes après les autres. Donc on fait le group by, on fait la somme, et ensuite on transforme le département. Et donc maintenant qu'on a ce DF transformé d'une manière ou d'une autre, eh ben vous faites copier-coller de ça, donc cette carte-là, alors attendez la bonne, celle-ci, là, pour la population, copie, on copie-colle la population, là, hop. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans? Je vous écoute. La location. Voilà, location, c'est plus code département, c'est département. Et puis, et feature key, c'est plus code, c'est nom. Exactement. Et donc, vous faites ce machin-là, et ça marche presque. Pourquoi ça marche presque? C'est que là, vous avez tous les départements qui ne marchent pas. Alors, Les accents, peut-être. je sais pas quoi. Avec des accents ou des... Ouais, Indre-et-Loire, machin, parce que si vous avez, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais si vous prenez Indre-et-Loire, c'est Indre-et-Loire. Probablement, dans un cas, le et est avec une majuscule, et dans l'autre, il est en minuscule, et donc évidemment, ça ne marche pas. Mais ça permet de bien comprendre comment fonctionne ce bug-là qu'on crée nous-mêmes, permet de bien comprendre comment ça marche. C'est que si il n'y a pas identité entre les valeurs de la colonne du data frame et les valeurs de la clé dans le fichier GeoJSON, bah, on a des trous dans la raquette. Voilà. Ils n'ont pas implémenté une fonction proche. Ah, bonne remarque. Effectivement, ça pourrait être ah ouais, c'est une bonne ouais, un fuzzy matching là-dessus. Modulo insight. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, ça c'est. J'ai pas pensé à ça. Je vois pas. Mais effectivement, ça pourrait être une bonne propale de rajouter une fonction de fuzzy matching qui permet de. Alors c'est compliqué parce qu'il faut que la clé soit pas déjà prise par un autre. Tu vois, parce que voilà. Il faut que la clé soit pas prise par un autre et il faut que ça soit proche. Mais effectivement, ça pourrait être un. Voilà. Mais bon, ça permet de. L'idée de cet exemple-là, c'était juste de montrer ce qui se passe si vos datas ne matchent pas complètement. Bon, alors, l'exercice 2, je me suis rendu compte que j'ai déjà fait, parce que c'est d'altitude moyenne. Par contre, on peut changer le fond de carte et nuancier. Donc là, je vous ai mis pareil. Hein. Le fond de carte, vous les avez ici. Donc les fonds de carte sont là. Alors, ils ne sont pas tous disponibles. Alors, attendez, ils sont ici. Ils sont où les fonds? Voilà, ils sont ici. Donc, alors, il y a White BG. Donc, c'est avec un fond blanc. Vous avez le OpenStreetMap, le Cartoconzistron, c'est celui qu'on a vu. Donc là, on suggère de le faire avec Stanon Terrain. Voilà, etc. Et puis après, il y en a d'autres. Mais il y en a certains qui sont payants. Je ne sais pas bien comment ça marche. Hein. Il faut explorer ces trucs-là. Donc ça, c'est des valeurs. Ce sont des valeurs à mettre dans pour le paramètre Mapbox Style qui vont vous permettre d'avoir un fond de carte différent. Donc là, on avait vu, il y avait White BG. On peut regarder ce que ça fait. White BG, juste pour voir.
white-bg. Oui, c'est background. Voilà, vous avez un truc comme ça. Alors, comme elle est incomplète, c'est pas très beau. Mais voilà, quoi. On n'a rien d'autre. On n'a pas les pays limitrophes. Voilà, quoi. Ça donne. Voilà, là, comme celle-là est incomplète, évidemment, bon, on voit qu'il y a les Hauts-de-Seine là qui sont. Voilà, là, si je prends Paris. Attends, on peut pas. Ah non, là, on peut juste sélectionner. On peut pas zoomer en fait. Ça sélectionne. Voilà, donc si je. Mince. C'est pas ce que je veux faire. Hop, hop. OpenStreetMap, elle est pas. Oui, OpenStreetMap est pas mal. Donc voilà, donc là, on a Paris, on a ça c'est quoi, la Seine-Saint-Denis, ça a l'air de marcher. Par contre, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, tout ça, ça n'a pas mappé parce que vous avez des ou des trucs comme ça qui n'ont pas été bien attrapés. Donc on peut reprendre ce qu'on a fait et puis mettre stamen terrain et raid, les raids à la place. Alors on l'avait fait là. Bon, donc là, il suffisait de. Donc on reprend ces deux lignes-là, là. Donc, l'altitude moyenne. Donc, je copie les deux d'un coup, là. Hop. Et puis, je peux aller me déplacer sous l'exercice 2. Et on va. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est moi qui l'ai fait, mais bon. Stamen terrain. Donc, à la place de Cartoc Positron. Et ici, on met red. C'est comme ça. Ah, mince. Ce qu'il me fait, là. J'ai dû faire un bug, là. Non, il ne fait pas le center tout en bas. Ah oui. Sorti de ta... Ah oui, je sais pourquoi. C'est passé un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, attends, code département. Ah oui, non, mais il faut que je fasse tourner ça d'abord. Voilà, pardon. Il faut que je refasse tourner ça. Voilà. Voilà, donc là, vous l'avez en mode stamen terrain. Donc, c'est une espèce de carte, un peu comme les cartes qu'il y avait dans les écoles à une époque. Oui, ça marche. Voilà. Donc après, vous pouvez faire des essais avec les. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais tout ne marche pas. Voilà, parce que ceux-là, basique, machin truc, yield map composed of vector type from the Mapbox service and do require a Mapbox access token or an on-premise Mapbox installation. Donc là, il faut un token, je ne sais pas si c'est payant ou pas. Enfin voilà, là, il faut creuser le sujet. Voilà, alors je ne sais pas s'il y en a qu'on. Donc, ça, c'était un petit peu les démos assez rapides de ce qu'on peut faire. Hein. Vous voyez, c'est quand même pas très compliqué. Le plus dur, éventuellement, si vous avez un jeu de données, le plus dur, ça va être de trouver le GeoJSON, le fichier GeoJSON de votre zone géographique. Quoi. Alors, si c'est la France, ça va. Et encore, ça dépend de la granularité. Si c'est d'autres régions, voilà, vous pouvez passer du temps sur Internet à chercher ça. Je vais remettre comme c'était là. Home. Ah oui, je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, on va fonctionner. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, j'ai changé de dataframe en cours de jeu. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a qu'on leur prend. Vous avez des jeux de données à vous, vous voudriez tenter, des choses que vous voulez partager, ou sinon j'ai un exercice avec un autre jeu de données. Donc, c'est comme vous voulez. T'as des choses, toi? Ouais? Non. Bon. Donc, je vous propose l'exercice avec le jeu de données. Donc là, il n'y a pas de code. Hein, je vais vous laisser faire. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, il y a un fichier. Donc, c'est un fichier de Airbnb. J'ai partagé.
Datacraft. Je suis dans quoi là? Data Exploit, voilà, data là. Airbnb, donc c'est un extrait d'un fichier Airbnb. Il y a 2 colonnes. Vous avez le zip code et le price. Donc l'idée, c'est de faire afficher par arrondissement de Paris le prix moyen, par exemple, des logements Airbnb. Donc c'est un fichier qui est assez gros. Hein. Il y a 5000 lignes. Voilà. Donc, qui est en open data, je sais plus où j'ai récupéré ça. Alors, il y a un peu de processing. Le plus difficile, en fait, là, c'est le processing, le pré-processing des données, parce que le zip code, il faut aller récupérer, faut regarder le fichier GeoJSON, il faut l'analyser, regarder comment il est fait, et puis ensuite, il faut traiter les prix, parce qu'on va calculer la moyenne des prix ou des choses comme ça. Et vous voyez que, bon, on a des dollars, et on a même des choses comme ça. Alors, vous oubliez les guillemets, mais vous avez le séparateur des milliers qui est représenté par une virgule, etc. Donc, il y a un petit peu de travail Python Panda pour nettoyer les données, parce que pour le moment, elles ne sont pas exploitables telles quelles. Hein. Et quand vous allez le charger en Panda, vous aurez directement deux colonnes de string, de chaîne de caractères. Donc, il y aura un petit peu de travail à faire en préparation de données. Et puis ensuite, il faut analyser le fichier GeoJSON. Alors, je vais vous le montrer. Le fichier GeoJSON, pour les arrondissements, il est là. Alors, lui, je l'ai trouvé, pareil, sur un autre site. Hein. C'est le fichier. Voilà, il est sur FX Jaulois. Je ne connais pas ce monsieur. Copier. Donc, il est indiqué là sur le notebook, là. Voilà. Donc là, et dedans, j'ai trouvé le arrondissement.geojson. Alors, si je le regarde, hop, voilà. Donc, feature collection, machin, etc., les coordonnées. Et puis, alors, vous allez le regarder ici, hop. Voilà, vous avez des infos sur chaque, vous avez des infos. RNB.json. Comment? C'est RNB.json, c'est ça? Oui, alors le RNB.csv, le fichier. Mais là, c'est celui-là. Ah non, c'est arrondissement.json. C'est arrondissement. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc là, vous avez un truc, vous avez la clé C_AR. Donc c'est le code. Alors, il faut comprendre que ça veut dire code arrondissement. Voilà. Et là, vous voyez que c'est un 2. Donc là, vous voyez que c'est un nombre. Donc il va falloir transformer les zip codes qui sont sur 5 caractères, 75002. Il va falloir les transformer en chiffre 2 pour que ça puisse mapper, quoi. Ah oui, ah ouais, mais ça c'est quand c'est 2, mais quand c'est 2, voilà, donc c'est pas très compliqué, mais bon, il y a un petit peu de taf. Voilà. Et puis voilà, ici, je sais pas lequel c'est, 8. Bon, faut que j'avance un peu. Il est où là? 1. Ah, évidemment, je tombe que sur les premiers. Qu'est-ce que j'ai comme. Hop. Voilà, 18. Alors, attends, hop. Voilà. 18e arrondissement, c'est comme ça. Quoi. Donc, c'est le nom, c'est l'entier 18. Bon, voilà. Et du coup, si c'est dans le deuxième arrondissement, c'est 0,2 ou 2? Non, c'est 2. C'est des entiers, là. Donc là, il faut trouver. Alors, donc la difficulté, on va dire, voilà. Donc là, il faut savoir un peu programmer. Donc la difficulté, c'est que vous allez avoir dans votre fichier des 75001 qu'il va falloir, donc je le mets en commentaire, qu'il va falloir être capable de transformer en entier 1. Et vous allez avoir des 75018 qu'il va falloir être capable de transformer en 18. Quoi. Voilà. Faire les 2 derniers caractères et puis après tu fais un point int. Voilà, alors on peut. Alors, moins 75 000. Aussi. Ah ouais, alors oui, alors je suis d'accord. Sauf que si j'ouvre ici, le problème c'est qu'il n'y a pas que des. Alors oui, je suis d'accord.
Mais il faut d'abord sélectionner ceux Pas de note. qui commencent par 75. Parce que vous avez autre chose que 75. Si vous regardez dans votre fichier, vous avez, voilà. Là, par exemple, j'ai du 92. Donc, il y a des choses qui ne sont pas du 75. Et vous avez ça aussi. Vous avez une valeur là, default zip code. Donc effectivement, une solution, c'est de sélectionner ceux qui commencent par 75, de prendre, voilà. Alors moi, j'ai fait, j'ai retenu les 5 premiers caractères. Ensuite, après, j'ai retenu les 2 derniers. Et ensuite, j'ai supprimé le 0 à gauche. Bon, voilà. Et après, j'ai transformé en entier. Mais bon, voilà, il y a plein de méthodes pour faire ça. C'est de la préparation de données. Donc, une méthode pour faire, hein, c'est si vous avez votre... donc, comment il s'appelle c'est le zip code. Zip code. Pourquoi tu fais pas l'inverse? Pourquoi tu transformes pas le 2 en 75 002? Ah, ben non, on ne tape pas dans le fichier GeoJSON. Celui-là, c'est un référentiel. Donc, moi, ce que j'ai fait, ce zip code-là, donc, j'ai pris les 5 premiers caractères. Ensuite, j'ai pris les 2 derniers. Ensuite, j'ai fait à gauche, c'est Lstrip 0. Et ça, je pense qu'on en fait un int. Quelque chose comme ça. Bon, voilà, il y a de... Voilà. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est les 2 derniers. Les 2 derniers, c'est -2. Pardon. Voilà. Donc là, ça fait 1. Et si je fais la même chose avec 18, voilà, bon là, après, chacun fait comme il veut. Voilà, 18, ça donne 18. Voilà. Donc, voilà, bon, il y a un peu de... Là, on est plus du tout dans les cartes. C'est pas visible là. Ouais, attends, j'essaie de grossir. Ah ben non, je suis... Ouais, en fait, c'est Lstrip. Voilà, c'est un peu plus gros là. Lstrip, bah oui, c'est à gauche, c'est left strip. Strip, ça permet d'éliminer les caractères. Et donc, Lstrip, ça élimine les caractères, mais que sur la partie gauche de la string. Donc voilà, donc j'ai fait un machin comme ça. Après, effectivement, et avant, il faut filtrer sur uniquement ceux qui commencent par 75. Donc ça, c'est un petit peu le... Voilà, c'est là où il y a le plus de... Comment? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? J'ai 50. C'est -2, hein, là. Ouais, j'ai mis -2. Et il faut filtrer d'abord par 7,5. Ah oui, mais là, de toute façon, tu as pris le 0. Ah, t'as mis 75? 0,18. Ah, 0,18. Bah, c'est 2 exemples, un avec un 0 et un sans 0. Ouais. Non, 50. 50. Ah oui, j'ai mis 3 et toi, ça met 5. Ah, voilà. Donc là, si on retient les 5 premiers caractères, ensuite les 2 derniers des 5 premiers. Après, tu peux prendre aussi juste la prochaine. Comment? Tu peux prendre aussi juste la prochaine. Ah oui, on peut faire... Ah oui, alors effectivement, on peut... C'est moins long, mais... Ah oui, oui, tu as raison, là, on peut C'est une faire... chaîne au départ. Alors la sous-chaîne, sinon on fait 3, 5, c'est ça? Oui, c'est ça aussi. Ça marche aussi. Oui, 3, 5, c'est plus simple. Bah, écoute, des fois, je fais des trucs compliqués parfois. Oui, bien sûr, tu as raison. Tu as raison. Bon, une façon de faire, c'est ça. De prendre du caractère 3 au caractère 5 exclu. Comment? Il y a des codes postales où il y a des virgules. Il y a virgule 0, ouais, il y a point 0. Alors, ah oui, c'est ça. Il y avait des fois, il y a des choses. Ça va planter quand tu te transformes en int. Alors, fais voir. Non, parce que le int, ça s'applique après. Alors, comment il s'appelle ton code postal, par exemple? Il y a Le int, il est derrière la
Et ça va vacancer du coup parce que tu as un point. Le point avant, quand il enchaîne. Bon, celui-là, ça marchera, ça. Donc celui-là, il va marcher, ça. Est-ce qu'on prend pas que les 7,5 ou on prend tous les codes postaux Non, que les 7,5 parce que les arrondissements. Alors, alors en fait, on peut, oui, c'est les arrondissements parisiens. Donc, alors là, on peut, en fait, il faut que vous repreniez la formule que j'ai faite qui permet d'explorer tous les codes. On l'a vu tout à l'heure, là, si vous revenez sur ça. Voilà. Si on revient au tout début, là, ici, enfin pas au tout début, mais là, voilà. Donc vous chargez le fichier, il faut charger le fichier arrondissement. Donc ça, on prend ce code-là. Alors on va commencer par ça. Et sur les travaux aussi. Ouais. Malheureusement, c'est pas fait. Donc ici, on va charger le fichier qui s'appelle arrondissement.json. Donc il faut arrondissement.json et je vais le mettre dans une variable que je vais appeler arrondissement. Arrondissement, il n'y a pas de R par hasard. Oui, c'est mieux. Voilà. Name error. Ah oui, là, évidemment. Hop. Voilà, donc voilà le fichier. Donc ça, c'est le premier truc à faire, c'est de charger le fichier GeoJSON. Et ensuite, on va l'explorer. Donc, vous voyez, il y a Properties. Et là, l'arrondissement, donc on avait vu que c'était C_AR. Donc, on va reprendre la formule qu'on a déjà utilisée, que je vous ai montré au tout début. Voilà, pour avoir qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier. Donc, c'est cette formule, cette cellule-là. Hop là, on la reprend. Voilà, et c'est F, et c'est dans arrondissement de features, je crois, toujours pareil. Ah non, code, ah oui, c'est pas code. Ce qu'on cherche, c'est C_AR. Voilà. Et donc là, vous avez tous vos codes d'arrondissement dans le fichier. Alors, il fait un print, on voit, bon, alors après, il faut regarder ce que c'est, on voit bien que c'est les entiers de 1 à 20. D'accord? C'est-à-dire que dans votre fichier GeoJSON, les arrondissements sont représentés par des entiers de 1 à 20. Alors là, on ne voit pas bien, mais si je fais print code ici, voilà, là, on voit bien que c'est des entiers. Ce n'est pas des chaînes de caractères. Donc ça nous dit qu'il va falloir transformer nos zip codes, il va falloir les transformer en nombres. Donc là, on y est par la formule qu'on a vue ici, qui est là. Mais auparavant, il faut effectivement filtrer pour ceux qui commencent par 75, parce que sinon ça ne marche pas. Donc, il faut charger le fichier. Donc, le fichier, il est déjà bien, comment dirais-je, donc, je ne sais pas quoi, on va l'appeler, moi je l'avais appelé Paris, je crois. Donc, on va le charger, panda, read CSV, data slash, c'est Airbnb. C'est des virgules. Ouais, c'est des virgules.csv, donc il n'y a rien à mettre. Voilà. Sur index, on est pas. C'est par défaut. Ben non, rien, ouais, c'est juste comme ça, je crois que ça suffit. On peut regarder à quoi il ressemble déjà. Yes, merci. Voilà. Donc on a bien un fichier à 2 colonnes, comme ce qu'on avait tout à l'heure quand on avait calculé la population ou la latitude. Alors évidemment, il va falloir. Donc il faut filtrer le zip code. Effectivement, on voit là qu'il y a des zip codes bizarres. Voilà, il faut filtrer le zip code. Donc il faut sélectionner les zip codes qui commencent par 75 et ensuite prendre entre caractère 3 et caractère 5. Donc on peut. Donc ici, on peut quand même, déjà, on peut mettre le filtre là-dedans. Alors en méthode chaining, ici, on peut faire .lock et puis ici, mettre la fonction qui permet de sélectionner ce qu'on veut. Donc, c'est paris.lock, Paris le zip code, start with 75. Ça, c'est ce qui va permettre, enfin, .str, start with 75. C'est ça qui va permettre de sélectionner
les zip codes parisiens. Bon, je le fais en méthode chaining, comme je vous le montrerai en normal. Donc lambda, donc là on met une fonction, .loc. Alors c'est df de zip code, .str.start with 7.5. Donc on sélectionne les zip codes qui commencent par 7.5. Hop, value error. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, alors quand ça marche pas, lui, il faut lui dire que quand on tombe sur un NA, il faut mettre false. Parce que start with, il rend NA si il n'arrive pas à faire le start with. Là. Bon, c'est une astuce. Qu'est-ce qu'il fait là? Cannot index with multidimensional key. Oh, il me fatigue là. Bizarre. Le log, c'est sur l'index. Sur l'url. Oui. Non, pas forcément. Il y a peut-être un truc. Ah non, mais est-ce que j'ai mis df.log deux fois? Attends, pardon. Pourquoi j'ai mis df.log deux fois? Non, non, c'est ça. J'ai un point log, j'ai deux points log. Ah, voilà, pardon. Voilà. Donc là, on a. On a écarté tout On a écarté ce qui ne commençait pas par 7.5. Voilà. Après, pour bien faire, il faudrait étudier précisément, la valeur zip code. Qu'est-ce qu'il a. Alors, attendez. Voilà. Non, avant de ça, je vais le remettre comme ça quand même. Non, je commande ce truc-là. Je vais regarder df. Si tu fais un value count, tu vas voir sur les 20 arrondissements. Zip code, oui, c'est ça. Point value count, bonne idée. Donc, du coup, ceux qui dépassent. On perd 234 lignes. df de zip code, pourquoi il veut pas? Ah oui, parce que j'ai 10 000, de 10 000 on passe à 9700 lignes. 9764. Ouais, donc on a un truc comme ça. Et lui, c'est un. Attends, et Paris, c'est quoi Paris? Point info. Donc c'est object, d'accord, donc c'est bien une chaîne de caractères. Donc les zip codes, on en a 4928. Et donc tu dis qu'on en perd combien? Alors moi j'en avais 10 000, hein, mais dans le Airbnb initial. Ah non, il n'y a que 5000 lignes. A priori, il y a 5000 lignes. Fais un pari.style là. Quoi? J'ai fait ça. Ah non, c'est. Oui, t'as raison. Ah non, mais si t'as fait size, t'as compté deux fois. J'ai compté deux fois. Oui, oui, voilà. Donc non, là, on fait ça. Après, si vous voulez le faire plus simple, on fait Paris égale Paris.loc avec ce truc-là. Ouais, c'est 5000 et de 5000, on passe à. Donc là, on sélectionne les zip codes. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une nouvelle colonne, qui est la colonne arrondissement, qui va être en nombre, enfin qui va être l'application de cette formule-là. En fait, on va appliquer cette formule-là à tous les zip codes. Donc on peut faire une lambda, voilà, on peut appliquer cette formule-là à tous les zip codes. Et on va rajouter une nouvelle colonne qui va être la colonne arrondissement. Ça peut être une façon de faire. Pourquoi? 4882. Toi, tu as 4928. Oui. Après avoir viré en sélectionnant que les 75. En sélectionnant les 75, ouais. Tiens, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait à l'ancienne, moi j'ai pas fait de méthode chaining. Oui, c'est très bien. Ouais, d'accord, top. 4882, et moi j'en ai. Alors attends, je vais le remettre là. Toc, info. Ah, 4882, si, je suis d'accord. On est bien d'accord. Voilà. En fait, tu étais sur l'autre. Oui, je suis sur l'autre. Ok, on est bien d'accord. Et donc là, en fait, on va rajouter une colonne. Donc c'est un peu comme on a vu tout à l'heure, point aside, ou bien sinon vous faites à part. Hein, voilà. Donc la colonne, je l'appelle arrondissement. Ah, okay. Et puis là, on met la formule pour fabriquer l'arrondissement. Ça peut être comme ça. Donc là, on prend le zip code
Donc, le zip code, on lui fait STR, on a dit 3 à 5. Et derrière, on peut directement faire astype int. Voilà. Et donc, si je fais ça, hop, df. Ah oui, il faut que je mette une lambda ici. Si je fais ça, hop, j'ai l'arrondissement qui vient se mettre directement là. Pas mal, hein? Ça marche bien, ce truc. Comment? Voilà, alors ça, on a fait ça. Il faut encore traiter le prix. Parce que on n'a pas encore on n'a pas traité le prix. Donc, le prix, on peut regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est une façon, effectivement, on peut faire pari de price point value count. Pourquoi il a regardé les points zéro? Où ça? Ah oui, mais c'est le zip code. Ce qu'il a compté, lui, le zip code, on n'y a pas touché, c'est l'arrondissement. C'est parfait. En fait, on va faire le merge, on va le faire sur l'arrondissement. Donc là, on voit les prix, on voit à quoi ça ressemble. Alors, donc quelque part, il va falloir supprimer le dollar. Donc, on va prendre la chaîne à partir de 1. Voilà. On a vu qu'il faut supprimer la virgule, parce qu'on a des milliers là. Quand on analyse notre... pas celui-là. Celui-là, on a... ah voilà, par exemple, celui-ci. Bon, on peut avoir des milliers de dollars. Donc, il faut supprimer la virgule. On peut supprimer la virgule. Donc, il faut supprimer le dollar, il faut supprimer la virgule. Et après, il faut les transformer en float. Et après, on peut essayer de les transformer en float. Donc on peut se remettre dans ce truc-là. Et donc là, dans le méthode training, là, on a fabriqué l'arrondissement. À l'intérieur du assign, on peut fabriquer le nouveau price, le price transformé. Alors, soit on écrase la colonne, soit on en fabrique une nouvelle. On peut écraser la colonne. Et donc là, je reprends cette formule-là, puis on va la... Ah, les assign, on peut en mettre deux. Ouais, les assign, on peut en mettre autant qu'on en veut. Donc ici, price. Donc je reprends mon prix. Alors, point STR. Donc, alors, on supprime le dollar. Donc, c'est 1, 2 points. Ça permet de supprimer le dollar. Enfin, ça peut être une façon de faire. Donc, oui, ou on peut faire replace. Ouais. Strip dollar. Comment? Strip dollar. Ah oui. Alors, L strip dollar. T'as raison. Allez, je t'écoute. L strip dollar. L strip dollar. Et ensuite. Et ensuite. Oui, mais la virgule, c'est au milieu. Donc, j'ai oublié. Replace, voilà, c'est ça. Point. Ah oui, mais c'est. Ah oui, mais là, il faut faire STR. Alors, STR. Oui, parce que c'est une chaîne. Voilà, STR. Point. Et à nouveau STR. Point replace. Alors, on fait 2 STR de suite. L'autre solution, ce serait faire une lambda. Ça ira peut-être plus vite, mais bon, peu importe. Replace, ça par rien. Et ensuite, astype float. Quelque chose comme ça. On va regarder. Invalide syntaxe. Point astype float. Voilà. Donc, le prix, il est en... Le prix est bien flottant. On a nos arrondissements qui sont des entiers, nos prix qui sont bien des flottants. Ah bah parce que on a changé la colonne prix. Là, on a changé la colonne prix. La colonne prix, elle était là. Donc, il a changé. Sinon, on peut faire prix 2 si tu veux, ou prix 2. Si je fais price 2 ici, hop, voilà. Donc, on a l'ancien prix et on a le nouveau. Ça, on peut faire comme ça. Comme ça, on comprend mieux ce qui se passe. On n'écrase pas la... zip et l'arrondissement. Voilà, on avait le zip et le prix, et maintenant, on a l'arrondissement et le prix en numérique. Voilà. Ça peut être une façon de faire. Comme ça, voilà. Alors ça permet de... Donc, on a notre dataset est préparé. Maintenant, il faut calculer le prix moyen par arrondissement. Parce que là, on a des arrondissements, tu vois, le 20e, on en a deux. Hein. Voilà, donc là, on peut... non, là, on va faire un... Ça, c'est vraiment notre dataset, comme tout à l'heure, quand on avait chargé les données de l'INSEE, là. Et donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... On va faire un petit data frame.
où on va faire un groupe by de ce truc-là, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, si je reprends ce qu'on a fait ici pour, voilà, ici, là, hop, je copie ça. Copie ça. Bon, je vais mettre juste en dessous, là, hop. Top. Donc là, c'est Paris. Paris, groupe by arrondissement, il est là. Et ensuite, je prends le price to et je prends ma moyenne. Ben, j'ai déjà la moyenne, c'est bien. Voilà. Et donc là, voilà. Et donc là, j'ai vraiment un data frame à 2 colonnes. Et puis alors là, je ne peux pas oublier de faire head. Il y en a 20. Donc, ça va être facile. Voilà. Donc là, j'ai le prix moyen par arrondissement. Donc, bon, le 16e est à 146. Et je ne sais pas quoi, le 20e est à 63. Alors évidemment, c'est Airbnb, il peut y avoir des 120 mètres carrés dans un sens et des chambres de bonne de l'autre, hein, j'en sais rien. Mais bon, c'est juste un exemple pour montrer comment ça marche. Et donc là, maintenant, bah, tous les éléments sont en place. On a notre data frame valorisé avec des codes qu'on va être capable de retrouver dans la carte. Et on a des prix. Et donc là, on n'a plus rien à faire. On prend ce code-là. On prend ce code-là et puis on attaque. Donc, data frame. Ici, c'est arrondissement. Ah non, c'est pas ça. Hop. Alors là, il faut mettre... Pardon? Oui? Non, mon point replace ne marche pas. Qu'est-ce que tu dis? Mon point replace ne marche pas. Ah, c'est .fr, .replace. Mais même quand je suis comme ça, hein, j'ai déjà fait une string. Ah ouais, parce que c'est 2 séries à chaque fois. Ouais, vas-y. Vas-y, Et donc il faut chercher la variable voilà, arrondissement, hein, c'est le GeoJSON, il s'appelle arrondissement. Donc on remplace ça par des... Voilà. Location. Alors location, c'est la colonne de zone, donc c'est arrondissement au singulier. La couleur, donc c'est la valeur qu'on veut mettre. Alors bon, price 2, c'est pas terrible, mais bon, j'aurais pu l'appeler prix. Bon, c'est pas grave. Toc. Et là, il faut mettre la feature key. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est properties.car. Là. Toc. Alors, en rouge. Et puis, je ne sais plus ce que j'avais mis, moi. Ah oui, j'avais mis OpenStreetMap. Reds et OpenStreetMap. Donc, on va prendre celui-là. Comme ça, comme c'est parisien, on va voir les rues. Voilà. Alors, latitude, longitude, j'ai oublié. 48, 86, 2.35. 48, merci. 48, 86, allez, 9. Et longitude 2.4. Ça, c'est l'habitude de Deliveroo. Voilà. Et le zoom, t'as mis combien? 11. 11. Normalement, t'es bien sympa, je sais pas. Voilà. Et là, c'est le prix moyen. Prix moyen. Prix. Alors, c'est prix moyen. Oui, non, mais pas arrondissement, ça, c'est en dollars. Voilà, un truc comme ça. Toc. Ah. Ah, mais parce que je n'ai pas mis tes valeurs à toi. Et à combien t'as mis ici? 86. 86. Et la longitude? 35. 2.35. Ah, voilà. Bah, bravo. On a passé beaucoup de temps sur les livres à analyser. Je comprends. Voilà. Et donc là, vous avez, vous voyez, on a en OpenStreetMap, on a la carte de Paris avec le prix moyen par arrondissement. Donc les arrondissements chers, il y a le 16e. Ah oui, il y a le 8e. Le 8e, il est pire. Le 8e, c'est 172.
159, bon, ça veut rien dire, hein, des prix moyens, là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Mais bon, c'est juste pour montrer, vous voyez, voilà. Donc là, le gros du travail, il est ici. Le gros du travail, il est ici. C'est transformer les données pour faire coïncider parce qu'évidemment, voilà. Et le fichier GeoJSON, on n'y touche pas, lui. C'est un référentiel. Donc, faut transformer votre data frame ou ajouter des colonnes à votre data frame pour que la colonne de zone, faut fabriquer une colonne de zone qui marche. Une fois que c'est fait, il n'y a rien à faire, hein. Une fois que c'est fait, ça marche tout seul. Et puis là, voilà, on se balade là-dedans. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme données au ministère de. C'est quoi? C'est la transition. C'est l'écologie, là, c'est ça? L'écologie? Non, de l'environnement. Transition écologique. Ouais, ça change à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez comme données géographiques de ce type-là? Oh, on a des données sur les commerces, on a des données sur le territoire en général, hein. Ça peut être l'alimentation en eau, l'assainissement. C'est très, très varié, hein. L'agriculture. Donc, Et on en a pas termes mal de de zones, données. c'est quoi? C'est des communes, c'est des départements, c'est quoi votre échelle? Alors, c'est souvent à la commune, D'accord. mais ça peut être pour des protections naturelles, ça peut être au mètre carré près, hein. Oui, bien sûr. Ah oui, si vous descendez. Voilà, alors après, il faut trouver le. Et vous utilisez quoi comme logiciel de cartographie? Je me dis, vous utilisez des logiciels professionnels, des choses comme ça, non? Oui, on utilise QGIS. QGIS, c'est un logiciel basé sur Python d'ailleurs, hein, Python et C++, qui fait très bien. Mais bon, c'est intéressant, hein, faire des chloroplettes avec Python, hein. Oui, parce que oui, si c'est des données géographiques comme ça, vous avez tous les logiciels de GIS, là, Oui, les Geographic Information System, quoi, c'est ça. voilà. Je sais plus, il y avait. Il y en a plein des RJ, je sais plus comment ça s'appelle, là. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. La fonction. Ça? Comment? Et vous avez des données géographiques? Non, il y a des datasets, Kaggle. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, on utilisait, je sais pas si c'était là pour les ateliers de Oui, recommandation. oui. Le fait que je connaisse la latitude de Paris, c'est parce qu'on a travaillé notamment sur la donnée de Deliveroo. Ouais, c'est ça. Regardez Et comme logiciel, vous utilisez quoi comme librairie Alors, moi, j'ai moins bossé sur la partie Deliveroo, mais mon collège, je pense qu'il utilise Plotly. Plotly? Je pense avec OpenStreetMap, parce que je reconnais les D'accord. cartes. Ah oui, ça connaît la carte, d'accord, c'est ça. Et la quatrième personne, là, vous faites de la sociologie, là, c'est ça? Ou vous avez des données Non, c'est que moi j'avais un dataset sur lequel j'avais bossé qui était le prix de l'immobilier en France, là, sur la fameuse base de données des notaires, là. Je l'avais bien nettoyé. J'avais fait un chloroplet au niveau départemental, mais avec une autre librairie. Je ne me rappelle plus, ça doit être un... Et voilà, et donc j'étais intéressé par comment ça fonctionne. Map peut-être ou Une Cartopie? Ouais, je pense. D'accord. Ah oui, j'ai oublié ça. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des. Voilà, puis je vous ai mis la doc de Plotly Express ici. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment très riche. Je vous ai montré qu'un petit bout. Mais il y a. Donc voilà, là, vous avez la liste complète de l'API de Plotly Express. Donc, vous avez ce qu'on a dans Matplotlib existe, hein, donc les scatterplots, lineplots, les areas, les bars, funnel, timeline. Enfin, c'est assez riche. Py, donc Sunburst, Streetmap, on a vu. Les histogrammes, alors les graphiques statistiques, hein, histogrammes, boxplot, etc. Et alors, une chose intéressante avec Plotly, est-ce que je vais remettre la main dessus?
vous avez la possibilité d'explorer le même graphique selon différentes valeurs catégorielles d'un data frame. Donc, il va vous faire une espèce de tableau de graphique, c'est comme un grid, quoi, où vous pouvez explorer, vous allez faire le même scatter plot d'une variable, mais filtré en fonction des valeurs de deux données catégorielles. Et donc, il vous fait un tableau, une matrice de graphique pour les valeurs croisées de chaque donnée catégorielle. Donc ça, il a des possibilités de faire des choses comme ça qui sont assez intéressantes. C'est une librairie à envisager. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir de fichiers GeoZ. Ouais, voilà. Alors pour cette partie-là, effectivement. Oula, il faut le construire soi-même. Oui, bon courage. Il faut effectivement avoir ce fameux fichier. Voilà. D'ailleurs, si on regarde ici, alors attends, je l'ai pas mis là. Open. Il est où? Le correspondance code postal code INSEE. En fait, dedans, vous avez pour chaque commune, vous avez son type et ses coordonnées. Donc, chaque commune est soit un polygone, soit un multipolygone avec toutes ses coordonnées. Donc, vous avez les coordonnées, vous avez le polygone ou le multipolygone de chacune des communes à l'intérieur de ce fichier CSV. Ça fait assez bizarre oui, effectivement, ça nécessite d'avoir ce fichier-là. Mais sur data.gouv, on trouve pas mal de fichiers GeoJSON. Oui, sur DataGouv, effectivement. Hop. Et il suffit qu'il y ait une loi pour tout mettre par terre, qui regroupe les régions. Ah oui, après, évidemment. Datagouv.fr, GeoJSON. Voilà, donc il y a le cadastre, GeoJaunes, etc. Oui, vous allez trouver des choses. Après, il faut creuser, quoi, hein, parce qu'il y en a un paquet. Parking, milieu, stationnement. Là, je vois, je sais pas quoi. Là, il y a un truc de foot. Là, les matchs de foot. Liste et emplacement des matchs de foot de l'Euro. Alors, c'est bon, voilà. Donc, il y a effectivement, il y a 6 pages de fichiers. Ah tiens, je vois ça là, c'est marrant. Ah non, ça, je pensais que c'était l'emplacement de tous ces graphiques-là. Là. Non, c'est autre chose. Voilà, donc effectivement, sur DataGouv, il y a 113 résultats. Donc, il y a des fichiers disponibles. Après, il faut regarder chaque fichier. Effectivement, je ne sais pas comment il n'y a pas une centralisation. Puis après, ça, c'est la France. Si vous vous intéressez à l'Europe, à d'autres régions du monde, il faut explorer pour essayer de trouver un fichier adapté. Ou effectivement, fabriquer soi-même. Alors, bon, il y a Shapely, enfin, vous avez. Il y a des choses qui existent. Hein. J'avais trouvé à un moment donné, j'avais besoin de tous les pays, de tous les shapefiles de tous les pays, ça se trouve. Donc voilà, quoi. Donc on doit bien pouvoir trouver. Je ne sais pas si on voulait le monde, par exemple. World. Voilà. Gaussian Maps of the World. Bon, ben voilà, là, vous en avez. Voilà, vous l'avez en résolution faible, médium et high. Et vous pouvez même le faire par région, donc Europe. Par continent. Par continent, oui, voilà. Voilà, donc il y a de quoi faire. Voilà. Écoutez, c'était un atelier court aujourd'hui. Hein, Tu reverras. Oui, je vais oui, mon fichier, je vais le pousser sur le GitHub. C'est sur le GitHub Datacraft. Il sera sur le GitHub, le fichier résolu. Merci. Voilà. Généralement, d'ailleurs, tous les codes qu'on produit sur les ateliers, vous les retrouvez sur le GitHub Datacraft. Est-ce que vous avez des questions?
Non, c'était très clair. Hein. Bon. J'espère que vous avez appris des choses. Tiens, moi, j'ai appris plein de trucs. Bon, bah, c'est bien. Ok, bah, écoutez, merci de votre. Merci beaucoup. Et si la data list vous intéresse, il y a. Les Dash le 7 juillet. Ouais. Ils sont présentés avec moi et l'outil de Coralie. Ouais, le 7 juillet, donc on fait un atelier Dash, Plotly et Flask aussi. Non, pas Non, c'est juste Dash, c'est codé sur Flask. D'accord, c'est ça. Mais du coup, c'est du dashboard interactif via une API. Enfin, on peut afficher dans un navigateur et donner l'accès à l'API au navigateur. Ah bah Donc, voilà. voilà, C'était ma question, en fait. Oui. Oui, non, c'était la question que je me posais. Une fois qu'on a, avec les Plotly, vu l'interactivité que ça a apporté, comment on pouvait en faire autre chose que sur un notebook. Et voilà. Il y a la réponse là. Bah, le 7 juillet, vous aurez la réponse. Donc, vous êtes bienvenus pour vous inscrire au 7 juillet. Donc, mon notebook, je le renomme Session. Enfin, je mets un session au bout et je vais le pousser sur le GitHub tout de suite. Donc, comme ça, vous l'aurez. Voilà, CTRL-C. Je le mets là-dedans. Toc. Comme ça, il y a l'original et celui de la session. Et puis, je vais le. Hop, j'ai arrêté ça. Toc. Hop. Et comment on fait, Denis, quand on est au niveau de Paris, donc la homepage, pour trouver le notebook? Quand tu vas dans les repos. Dans les repos? Ouais, voilà. Je connais pas Add. Après, tu regardes cette première Session. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà, le GitHub a été poussé. Donc, si j'update ça, voilà, vous avez la session, vous avez mon notebook sur le GitHub de Datacraft. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir. Et Jean, si vous voulez plus d'infos sur Datacraft, on peut peut-être échanger par mail ou on se fait une session. Ouais, bien sûr, oui. Je vous envoie un petit mail. Oui, d'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, ça va. Hop.